Bien, alors j'aurais deux petites questions à poser au notre premier intervenant. J'ai une petite question, rien de bien méchant, n'ayez pas peur. La première, à propos du directoire, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans son fonctionnement entre le rétablissement de la presse, de la liberté de la presse, pardon, et cette volonté d'avoir une société apolitique? Non, parce que... alors, on pourrait penser qu'il y a effectivement une contradiction. Non, parce que en fait, la presse est censée participer à l'apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté. Donc, à ce titre, elle n'est pas interdite. Et le gouvernement directorial aide même une presse scientifique, une presse officielle, notamment la DECAT, qui est l'organe des intellectuels, l'aide financièrement. Donc non, en fait, ça participe complètement à ce projet d'éducation à la citoyenneté, parce que le but du citoyen, c'est finalement de ne pas être animé de passion politique, c'est d'être raisonnable. C'est donc de clore la révolution en ne tombant ni dans une réaction qui menace, ni dans une menace néo-jacobine qui devient très forte à la fin du directoire, en 6, en 7, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle bon nombre de soutiens du directoire vont mettre en scène un des généraux, donc Bonaparte, pour lui confier le pouvoir. Donc non, il n'y a pas de... A priori, il pourrait y avoir une contradiction, mais en fait, tout ça participe de ce projet d'éducation à la démocratie, parce que le citoyen doit être éduqué, et un citoyen éduqué, c'est un citoyen qui sera ni très à droite, ni très à gauche, donc parfaitement dans la ligne du directoire. Je ne sais pas si j'étais convaincant. Alors, ma deuxième petite question, qui est peut-être anecdotique, je reviens sur cette Première République engagée dans la guerre, et il était revenu à l'esprit ce discours, je ne sais plus prononcer par qui, puis je m'en souviens mal, où on dit que les hommes partiront au combat, les femmes et les enfants ramasseront les salpêtres dans les caves, les vieillards mobiliseront les c'est le décret du 26 août 1792, plus connu sous le décret de la levée en masse. Voilà. Et est-ce qu'on peut pas dire, parce qu'on voit que toute la société est engagée, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque part cette idée d'une guerre totale? Alors là, vous mettez le doigt sur un grand débat historiographique, puisque un historien que j'apprécie beaucoup, David Bell, a écrit un livre qui s'appelle La guerre totale, qui montre qu'en fait la guerre totale n'est pas l'apanage de la Première ni de la Seconde Guerre mondiale, mais aurait été inventée par les guerres de la Révolution et de l'Empire. Pourquoi ? Parce que ces guerres totales rompent avec l'éthos militaire traditionnel d'Ancien Régime, c'est-à-dire une forme de respect entre officiers, une forme de respect pour les prisonniers, une volonté de ne pas associer les populations civiles dans le conflit. Alors cette thèse donc vous pouvez donc il est publié en anglais, désormais traduite en français, La première guerre totale aux éditions Champ-Vallon. Le livre a 4-5 ans en français, et donc a suscité un véritable débat historiographique, à la fois chez les historiens de la Révolution et de l'Empire, chez les historiens du fait militaire. Et moi, à titre personnel, je suis assez séduit, mais les arguments qui réfutent cette thèse font quand même assez mouche. D'une part parce que les phénomènes de guerre totale, on en a avant. Finalement, est-ce que la guerre de 30 ans ne peut pas être considérée comme une guerre totale, dans la mesure où les civils sont pris comme victimes? Est-ce que les guerres de 2014, notamment le ravage du Palatinat, qui n'a pas d'autre but que finalement de prendre les civils durablement pour cible, n'est-il pas une guerre totale? Donc ça, c'est le premier argument. Deuxième, le deuxième argument, c'est qu'il y a quand même des limites. Les guerres de la Révolution et de l'Empire ne se caractérisent pas par des massacres de civils. Il y a pu y en avoir. L'exemple type, c'est quand même la Vendée. Mais sur les guerres européennes, relativement peu. Donc ça nuance aussi l'appréciation de la guerre totale. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin
il y a donc le livre de David Bell, et je vous invite à voir la réponse qu'a fait l'historien du fait militaire en révolution, Bernard Guénaud, dans la revue d'histoire moderne et contemporaine, je crois, 5 000 € de 2010. Voilà. Il y a un élément qui a été dans le sens d'ailleurs de l'idée de guerre totale, c'est le fameux décret « on ne fera pas de prisonniers ». Vous savez, il y a eu un décret à un moment, on ne fera pas de prisonniers anglais, exactement. Alors ça, c'est un argument qui a été donné dans l'idée d'une extension de la guerre. Mais effectivement, le débat reste tout à fait ouvert. Je pense qu'il faut être quand même assez réservé. C'est comme les expressions de génocide à propos de la Vendée, etc. Et je me permets de faire une publicité, je n'ai aucune action dans la société Iléna, mais il y a une petite bande dessinée qui peut être facilement exploitable, notamment au collège. C'est le Saint-Jacques-le-Paul, qui est une bande dessinée sur un fait, qui est un fait réel, qui dit un petit peu la construction de l'autre, avec quand même un peu cette idée de guerre totale, même si concrètement il n'y a pas de guerre totale. Mais c'est une expédition française donc, sous le Directoire qui menace d'envahir l'Angleterre, donc c'est un petit peu... c'est un fait réel. C'est un peu un remake du périple de l'Invincible Armada à la fin du XVIe siècle. Et puis, voilà, comme pour l'Invincible Armada, au large de l'Angleterre, une tempête se déclenche. Et puis, plusieurs navires français vont s'échouer. Et la population anglaise eh bien, se rue sur les Français pour les massacrer. Or, pas de chance, il y en a peu qui tombent dans leurs mains, etc. Or, tombe dans leurs mains un petit singe qui était dans le bateau. Donc, ce petit singe va être habillé en uniforme français et va faire l'objet d'un jugement et d'une mise à mort par les populations civiles, pas du tout par la justice officielle. Donc ça montre très clairement la construction de l'ennemi à l'époque de la Révolution. Et c'est aussi quelque chose pour dire que... Enfin, je prends cet exemple aussi pour dire que la Révolution a été violente dans sa guerre sur les frontières, mais parce que en face, on l'était aussi. Là, il y a eu vraiment des constructions, il y a eu la construction du français, regardez le travail de Pascal Dupuis sur la construction par la caricature du français révolutionnaire en Angleterre, c'est aussi très éloquent, de même que la construction par les Français, quoique plus ambivalente, hein, de l'étranger, parce que là aussi c'est tout l'objet d'un débat. Qu'est-ce que l'étranger sur la Révolution française? Il y a des chercheurs qui disent que en fait, la Révolution est xénophobe parce qu'il y a des textes qui sont pris. Là, je fais référence au travail de Jacques Dariche. Et en même temps, il y a énormément d'études de terrain qui ont été faites à partir de villes portuaires. Donc, en l'occurrence, moi, je connais un travail sur la ville de Boulogne qui vous montre qu'en fait, les lois sur les étrangers, en particulier les Anglais, ne sont pas appliquées. Parce qu'en fait, il y a des liens transfrontaliers, familiaux, commerciaux extrêmement solides et qui perdurent. Alors, il y aura peut-être une question à notre ami Vincent Butler sur l'affaire Dreyfus et sur son enseignement, sur lequel il nous a donné beaucoup d'éléments très concrets sur la façon de l'utiliser. Pas de questions? C'était tellement clair. Ah oui. Petite question au nom des étudiants que nous préparons pour le concours du CAPES. Vous nous avez rappelé que l'affaire Dreyfus dure 12 années et donc 99 c'est une étape dans l'affaire. Alors pourquoi le programme s'arrête-t-il en 99? Ça c'est une question. Très très bonne question que j'avais posée d'ailleurs déjà à Vincent. Bon, il faut savoir que le programme est le programme des concours des agrégations géographie, histoire, agrégation interne et CAPES et sciences géographie, donc je ne suis pas le seul à décider. Alors, peut-être qu'il commence en 1789, donc l'amplitude chronologique est importante déjà. Donc il commence en 1789 et pas au moment de la Première République, hein, je crois qu'il faut le souligner. Alors après, la question a été la question de la date terminale. C'est vrai que nous avons réfléchi incontestablement à quelle date choisir. L'objectif qui est dans la lettre d'accompagnement, dont je ne trahis rien, c'est de s'intéresser à la politisation de la société,
à ces phénomènes d'imprégnation, de pratique du vote, de pratique des libertés. Et peut-être que la période donc, du début du XXe siècle, même si certains historiens ont montré que ce n'était pas tout à fait le cas, mais est marquée néanmoins par la question de la guerre, qui peut-être ne facilite pas complètement l'adhésion, enfin plutôt l'appréhension de ces trois termes, République, démocratie et citoyenneté. J'ai bien conscience que la date n'est pas parfaite. On avait parlé de 1914. Je crois que ce qui a compté, c'est aussi de permettre aussi aux candidats de maîtriser les périodes longues. Et que le début du XXe siècle obéit peut-être à des constructions un peu différentes. Donc voilà. Néanmoins, une date terminale, ça ne veut pas dire que vous arrêtez brutalement au 31 décembre 1899. C'est aux étudiants d'organiser leur réflexion, bien sûr, d'organiser leur réflexion sur ce qui se passe dans cette date terminale, les relations avec la date du départ. Je crois que ce qui est important, je veux dire, dans les concours du CAPES et des agrégations, c'est aussi le raisonnement que l'on va pouvoir apporter dans une copie ou à l'oral à partir d'une maîtrise de l'information scientifique. Voilà, donc c'est un peu les réponses que je peux vous faire, mais je crois que le programme est aussi très riche sur ce point de vue-là, et il permet, je pense, de bien réfléchir à finalement une histoire politique aussi qui vise à se renouveler. Derrière cette question, c'est pas simplement une question d'histoire nationale, c'est une question de réflexion sur comment se construit la démocratie, quels sont les modèles aussi à l'œuvre, qu'est-ce que, je veux dire, les relations avec le monde apportent aussi à ces questions civiques, politiques, sociales. Donc il y a de quoi effectivement, je crois, travailler avec beaucoup de richesse. Et si on a envisagé aussi l'ensemble du XIXe siècle, c'est aussi parce qu'il y a des phases nombreuses et longues où la République n'est pas un régime. Et pourtant se construisent, au-delà du régime républicain, des contenus républicains, des questions démocratiques, des pratiques civiques qu'il s'agit d'étudier. Et fondamentalement, cette question, et je terminerai là-dessus, il suffit de regarder qui est la vice-présidente de l'agrégation d'histoire, c'est Sylvia Prill qui a beaucoup travaillé sur un long 19e siècle. Je crois aussi que cette question lui doit beaucoup. Donc peut-être qu'au-delà de 1900, peut-être se présentent des schémas un peu différents, et l'objectif étant de faire réfléchir les candidats, les préparateurs, sur la politisation de ce long 19e siècle. Merci pour cette réponse qui nous laisse un peu sur notre faim, mais bon, elle a le mérite d'essayer de soulever quelques points. Ça veut dire qu'il faut quand même aller jusqu'au 14. Donc merci à tous de votre participation, et merci surtout à nos deux orateurs.